Bonjour, bienvenue dans ce nouveau chapitre de Terminal, qui est le premier d'une série de chapitres sur la mécanique. Donc nous allons découvrir une nouvelle grandeur qui s'appelle la quantité de mouvement, mais dans un premier temps, nous allons revoir comment est-ce qu'on peut faire l'étude graphique d'un mouvement. Alors, tout d'abord, on va définir ce qu'on appelle le vecteur position et le vecteur déplacement. Donc, on va prendre l'exemple du mouvement de ce skieur, une chronophotographie ici qui nous donne la position du skieur à certains instants. Et donc, sur cette chronophotographie, donc, le système que l'on va étudier, eh bien, c'est donc le skieur, mais on va le réduire à un seul point, puisque le skieur, c'est un ensemble de points qui ont des mouvements différents. Donc, on va simplement étudier le mouvement du centre de gravité du skieur, ici, qui se situe à peu près au niveau des hanches. Et on va définir également le référentiel d'étude. Alors ici, le référentiel, c'est le référentiel terrestre. On va rappeler qu'un référentiel, eh bien, il est muni d'un repère qui va nous permettre donc de repérer les positions dans l'espace du système étudié, et également d'une horloge qui nous permet de mesurer le temps. Alors le référentiel terrestre, eh bien, son origine, O, est fixe par rapport à la Terre. Donc ici, par exemple, on a défini le point O à cet endroit-là. Ensuite, donc vous avez les axes du repère ici, et on devrait placer également des vecteurs unitaires sur ces axes, le vecteur I et le vecteur J, comme en mathématiques. Il y a également l'axe Z si on est en 3 dimensions avec un vecteur K comme vecteur unitaire. Deux autres référentiels à connaître qui sont le référentiel géocentrique et le référentiel héliocentrique. Alors maintenant, on va définir la la trajectoire d'abord du système comme étant l'ensemble des positions occupées au cours du mouvement. Alors sur une chronophotographie, on n'a que quelques positions, un nombre discret de positions, mais en réalité, il y a une infinité de positions occupées par le skieur entre chaque point. Donc on va relier ces différents points à main levée par une trajectoire ici, par une ligne courbée, qui va passer par l'ensemble des points, l'ensemble des positions du skieur, ou en tout cas de son centre de gravité. Ensuite, nous allons pouvoir définir le vecteur position du skieur. Alors le vecteur position en un point I, c'est simplement le vecteur OMI. Donc par exemple ici pour le point M0, voici le vecteur OM0 qui est le vecteur position. Et par exemple pour le point M2, le vecteur OM2. Ensuite, nous allons parler ici du vecteur déplacement. Le déplacement d'un point MI à un autre point MJ est égal au vecteur MI-MJ. Ici, par exemple, le déplacement pour aller du point M0 au point M2, c'est le vecteur M0-M2. Alors le vecteur déplacement, en réalité, eh bien, il correspond simplement à la variation du vecteur position. On voit ici que si on fait OM0 plus M0, M2, on retrouve le vecteur OM2. Alors on peut le démontrer ceci, simplement en posant la relation que la variation du vecteur position, eh bien c'est le vecteur position final moins le vecteur position initial. Le vecteur position final, c'est OMJ, moins le vecteur position initial, OMI. Mais en mathématiques, moins OMI, c'est égal à plus MIO comme vecteur. Donc on le transforme ici. Et on voit qu'il y a une relation de Schall qui s'applique, MIO plus OMJ. Eh bien, d'après la relation de Schall, c'est simplement égal au vecteur MI-MJ. On retrouve bien le vecteur déplacement à partir de la variation du vecteur position. Enfin, alors maintenant, après avoir étudié le vecteur position et le vecteur déplacement, nous allons pouvoir définir le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse, eh bien, alors premièrement, on va rappeler quand même la relation que l'on doit utiliser dans certaines situations. Donc ici, ce n'est pas le vecteur vitesse, c'est la vitesse moyenne le long de la trajectoire. Si la distance parcourue est petit d, en une durée delta t, on applique simplement la relation vitesse moyenne égale d sur delta t, avec les unités du système international. Mais cette relation-là ne nous informe pas sur les vitesses du skieur à des instants bien précis. Cette vitesse, elle peut varier entre le début et la fin
du mouvement. Donc si on souhaite avoir des informations sur la vitesse instantanée du skieur, eh bien on va s'intéresser au vecteur vitesse. Alors, il faut d'abord définir la durée entre deux positions successives sur la chronophotographie. On la notera taux, cette durée. Et donc, en un point donné MI, le vecteur vitesse VI, en ce point-là, est donné, alors de manière approchée, on verra une manière plus précise un peu plus tard, mathématiquement, mais de manière approchée, le vecteur vitesse VI, c'est égal au vecteur déplacement du point MI-1 au point MI plus 1, divisé par la durée en fait pour aller du point I-1 au point MI plus 1, donc divisé par 2 taux. Prenons l'exemple ici du vecteur vitesse au point M1, si on souhaite le calculer, eh bien ça sera simplement le vecteur déplacement M0, M2 divisé par 2 taux, puisque entre chaque position, il y a la durée taux. Donc, qu'est-ce que ça nous donne comme information, cette relation vectorielle, c'est une relation vectorielle. Eh bien, premièrement, que les vecteurs VI et MI-1, MI plus 1 sont colinéaires et de même sens. Donc, le vecteur vitesse, il va être tangent à la trajectoire ici, puisque le vecteur déplacement, si la durée taux est suffisamment petite, eh bien, il est ici, le vecteur vitesse va être tangent à la trajectoire. Enfin, la valeur de la vitesse VI va être donnée, la norme de la vitesse VI, ça va être égal à la norme du vecteur déplacement divisé par 2 taux. Donc à l'aide d'une échelle, on mesure le déplacement MI-1, MI plus 1, ici M0, M2 par exemple pour le point M1, on divise par 2 taux et on a ainsi la valeur de la vitesse instantanée au point M1. Donc si on le trace ici, donc on a un vecteur colinéaire au vecteur déplacement M0, M2, tangent à la trajectoire, dont la longueur sera déterminée par cette relation. Et en utilisant une échelle, on peut le tracer. Alors, une remarque, cette relation, elle est correcte, c'est une bonne approximation si la durée taux est suffisamment petite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une durée suffisamment petite ? Eh bien, pour le mouvement du skieur, si on choisit par exemple une durée taux de 1 seconde, ça serait une durée beaucoup trop grande. On verrait que en 1 seconde, le skieur passerait par exemple du point M0 au point M3 ou M4. Et donc, le vecteur vitesse, ici, on aurait un vecteur qui ne serait pas forcément tangent à la trajectoire et on aurait un calcul très approximatif. Entre M0 et M4, la vitesse varie fortement. Elle va par exemple diminuer en montant ici, puis augmenter après en redescendant. Donc la durée taux, elle est 1 seconde, ici ça serait beaucoup trop grand. Il faut plutôt des durées de l'ordre de 30 millisecondes par exemple, la vitesse de prise d'image d'une caméra, pour avoir quelque chose de correct. Maintenant, si on a une durée d'1 seconde pour le mouvement d'un satellite autour de la Terre, qui fait le tour de la Terre en plusieurs heures, eh bien dans ce cas-là, cette durée taux sera suffisamment petite. Donc tout dépend de la situation. Alors maintenant que nous avons traité le vecteur vitesse, eh bien on va voir une nouveauté ici en terminale qui est le vecteur accélération. Donc on ne va garder sur cette image que la trajectoire et le vecteur vitesse V1. Et on va imaginer que de la même manière que pour V1, on a tracé le vecteur vitesse V3. On a déterminé la vitesse au point M3. Donc on va définir le vecteur variation de vitesse simplement comme étant égal à la vitesse au point I plus 1 moins la vitesse au point I moins 1. Et ça, c'est le vecteur variation de vitesse en un point MI. Donc ici, par exemple, puisque j'ai la vitesse au point M1 et la vitesse au point M3, je vais pouvoir définir le vecteur variation de vitesse au point M2 comme étant égal à V3 moins V1. Alors, comment tracer ce vecteur-là ? Donc, on va retirer l'image pour un peu plus de clarté. Ensuite, on va reporter simplement le vecteur V3, on va le reporter au point M2, puisqu'il s'agit ici du vecteur variation de vitesse au point M2. Donc, pour plus de clarté, encore une fois, on va le retirer ici et on va le faire partir maintenant du point M2. Dans la pratique, il y aura les deux vecteurs bien sûr, donc on essaiera de ne pas se mélanger dans les tracés.
et de prendre différentes couleurs par exemple. Ensuite, on va faire V3 moins V1. Donc le vecteur V1 qui est là, je vais le renverser et je vais le faire partir de l'extrémité de V3. Donc je le retire ici et je le fais partir dans l'autre sens. Donc voici le vecteur moins V1. Donc là, ici, on a fait la somme vectorielle moins 3, V3 moins V1. Et donc on obtient ici le vecteur variation de vitesse qui est du point de départ, le point M2, jusqu'au point d'arrivée ici. Donc voici delta V2. Alors, le delta V2, ici, le vecteur variation de vitesse, va nous permettre de définir le vecteur accélération, AI en un point MI. Une relation qui nous permet de l'obtenir de manière approchée, c'est simplement que le vecteur accélération AI au point MI est égal au vecteur variation de vitesse au ce point I, divisé par 2 taux à nouveau, la durée, pour aller du point ici précédent au point suivant. Alors, on pourrait développer la relation en développant delta VI, donc ça nous donnerait égal au vecteur vitesse au point I plus 1 moins le vecteur vitesse au point I moins 1. Et donc, à nouveau, c'est une relation vectorielle. Donc, on va avoir les deux conclusions suivantes. C'est que, premièrement, le vecteur AI, accélération, et le vecteur variation de vitesse delta VI sont collinéaires et de même sens. Et la valeur de l'accélération AI sera donnée par la norme des vecteurs dans cette relation. AI est égal à delta VI sur 2 taux. Donc là, j'ai retiré les flèches au-dessus. Ce ne sont plus des vecteurs, je parle des normes de ces vecteurs. Et donc, on va pouvoir le tracer ici, par exemple comme ceci. Toujours pareil ici, on n'a pas donné d'échelle, on n'a pas de valeur, mais il nous faudrait une échelle pour tracer ce vecteur ici. Donc, il est collinéaire et de même sens que delta V2. Donc, vous voyez que dans le cas du skieur, eh bien, l'accélération A2 est dirigée ici vers le bas. Donc, on verra qu'il y a un lien avec les forces qui s'exercent sur le skieur. Alors, à partir de ceci, parlons un peu des unités de l'accélération. Vous voyez que dans la relation qui permet de calculer sa norme, delta VI, c'est une vitesse, c'est une variation de vitesse, donc ça s'exprime en mètres par seconde. Ici, nous avons la durée de taux qui va s'exprimer en secondes. Donc, si on fait une équation aux unités, eh bien, on va trouver ici delta VI, l'unité de delta VI sur 2 taux, qui est égale donc à des mètres par seconde divisé par des secondes. En l'écrivant autrement, ce sont des mètres par seconde multipliés par des secondes moins 1. Et donc, ceci, eh bien, c'est égal à des mètres par seconde au carré. Donc, ceci, c'est l'unité d'une accélération. Une accélération s'exprime en mètres par seconde au carré. Alors, petite remarque maintenant sur l'effet de l'accélération, du vecteur accélération sur le vecteur vitesse, puisque c'est bien ça qui nous intéresse. Le vecteur accélération, il fait varier le vecteur vitesse. De quelle manière? S'il est opposé au vecteur vitesse, on va avoir une décélération, c'est-à-dire que la norme du vecteur vitesse va diminuer, mais il n'y aura pas de changement de direction. Le vecteur vitesse va rester orienté dans cette direction-là, donc la trajectoire sera rectiligne. De la même manière, si l'accélération est dans le même sens que le vecteur vitesse et collinéaire au vecteur vitesse, dans ce cas-là, on aura une accélération. La norme du vecteur vitesse va augmenter au point suivant, sans changement de direction. Par contre, troisième situation à connaître, c'est lorsque le vecteur accélération ici est perpendiculaire au vecteur vitesse. Dans ce cas-là, on va simplement voir un changement de direction, c'est-à-dire que le vecteur vitesse au point suivant ne sera plus orienté de la même manière. Il sera par exemple comme ceci. Mais par contre, la norme de la vitesse ici ne va pas changer. Donc, dans ce cas-là, on aura une vitesse constante, c'est-à-dire un mouvement uniforme. Alors bien sûr, on peut avoir tous les cas intermédiaires possibles avec un vecteur accélération qui n'est ni collinéaire ni perpendiculaire. Dans ce cas-là, eh bien, il y aura les deux effets qui iront ensemble. Si par exemple le vecteur accélération est orienté comme ceci vers le haut, eh bien, il y aura une accélération, une augmentation de la norme de la vitesse et en plus une variation de la direction. Donc, vous l'avez vu, par la suite, dans la prochaine vidéo, nous découvrirons la nouvelle grandeur qui est la quantité de mouvement.
Donc cette vidéo était un petit peu longue, mais il faut bien maîtriser tous les tracés des différents vecteurs, position, déplacement, vitesse, variation de vitesse et accélération.